Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, en tout cas fidèles du Sales Talk de Redis Business School. Merci en cette journée internationale des femmes, du coup, de nous rejoindre sur cette émission spéciale Women in Sales Tech. Avant de présenter nos invités, sachez que ce webinaire, en tout cas cette discussion est enregistrée. Sachez également que on va faire notre échange avec les invités et puis ensuite, on pourra notamment, vous pourrez poser des questions au cours de la discussion, puisque je sais qu'il y a aussi des personnes qui vont arriver au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas en la matière. Il faut bien, puisque nous avons 3 femmes d'exception, 3 anciennes eurédiciennes que je vais présenter, mais il fallait bien 2 hommes pour présenter face à ces warriors de la sales et de la tech. Et donc, je suis avec mon complice et comparse Sylvain Fantoni. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, ce soir, donc, trois femmes qu'on va présenter rapidement. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Particularité, c'est que ce sont 3 anciennes eurydiциennes qui ont des postes aujourd'hui de management ou de direction. Alors, on s'est dit qu'on allait démarrer non pas par la doyenne forcément d'âge, mais par la doyenne de promotion, puisque Sophie Petitjean était la promo, notamment 50. Bonsoir, 52, pardon, c'est moi qui me trompe. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Est-ce que je peux te laisser te présenter en 10 secondes pour me dire quel est ton poste et ta fonction aujourd'hui? Eh bien, avec plaisir. Donc, je suis Sophie Petitjean. Je suis cofondatrice d'une société spécialisée sur le développement de data platform cloud native et d'applications également, qui s'appelle Storydeo. Et j'interviens également en conseil, en stratégie, en transformation numérique. Merci Sophie. On va poursuivre dans les promotions. Là, on monte dans les 60s avec notamment la promo 60 avec Ajar, Ziné et Dean. Bonsoir Ajar. Bonsoir. Alors toi aussi, je te laisse te présenter puisque tu es directrice générale. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Ravie d'être parmi vous ce soir. Donc, je suis directrice générale d'Infortive Transition, qui est une entreprise de management de transition. Donc, nous mettons à disposition des entreprises, donc des managers, pour gérer soit en management relais, une redynamisation des équipes IT, des projets de transformation ou de la gestion de crise au sein de grandes entreprises et d'ETI. Merci Ajar pour cette présentation. Et puis, plus jeune, en tout cas, Élodie Griset, merci aussi à toi. Donc toi, c'est la promo 82, alors, sachant qu'on est à la 406 pour nos auditeurs. Et alors toi, tu es très, très spécialisée, notamment dans la cybersécurité. Bonsoir Élodie. Exactement. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Donc, Erwan l'a dit, je suis Élodie Griset, je suis responsable de l'équipe commerciale et avant-vente chez Synactive, qui est une société qui est spécialisée dans la sécurité offensive, donc tout ce qui va être test d'intrusion, audit de sécurité, Red Team et réponse à incidents de sécurité. Merci à tous et à toutes, enfin surtout à toutes, pardon. Alors, on va juste poser les éléments du débat, puisque la question qui se pose ce soir, c'est est-ce que ce plafond de verre dans la sales tech est du coup brisé ou enfin dépassé? Et on verra que on est dans une situation, dans un contexte où on peut voir le verre à moitié plein et très positif, et puis tout un ensemble peut-être de nuances. Quelques éléments clés positifs, si on est optimiste, on s'aperçoit que ces dernières années, dans des très grandes entreprises de la tech, d'une manière générale, eh bien, des femmes ont accédé au poste de direction, que ce soit chez HP, par exemple, chez IBM, chez YouTube, chez Xerox dans les années 2009-2010, chez Microsoft France, par exemple, avec Corinne de Bilbao, chez Orange Business Service plus récemment, avec une jeune notamment française, cette fois-ci, qui est Aliette Mounier-Lompré. Donc, on a ici tout un ensemble de femmes qui occupent des grands postes de direction dans le secteur de la tech. Et on voit que cette dynamique, elle est aussi, comment dire ça, bien avancée maintenant dans l'espace politique. Et on verra pourquoi je fais cette comparaison, puisque comment l'espace politique a réussi peut-être à développer en tout cas cette dynamique et comment le secteur de la tech ou de la sales tech peut le faire. On s'aperçoit que si on prend les ministères régaliens, alors c'est assez tardif, mais quand même, les ministères de l'économie, ministère de la défense, ministère des affaires étrangères ont été dirigés par des femmes, là où auparavant, ce n'était pas le cas.
On a actuellement une première ministre femme en France, donc c'était la deuxième fois. Et puis, on a également, si on prend une échelle un peu plus européenne, donc là, plein de pays évidemment qui ont des femmes à leur tête, mais notamment aussi avec, si on prend Christine Lagarde, qui a été à la fois ministre de l'économie, présidente du FMI, et actuellement qui est la directrice générale de la Banque centrale européenne. Et la Commission européenne est aussi dirigée par une femme avec Ursula von der Leyen. Donc ça, c'est pour la partie importante et en tout cas avec une dynamique qui fait que ce plafond de verre a quand même été bien avancé ou dépassé. Par contre, il peut y avoir aussi le verre à moitié vide en quelque sorte, et c'est aussi ça qui nous amènera à discuter ces éléments. D'abord, si je fais la transition avec le monde politique, on s'aperçoit, alors notamment la partie française, mais que en tant que première ministre, Elisabeth Borne n'est que la deuxième femme première ministre, et la première ne l'a été que 11 mois. Donc là, c'est encore finalement récent à l'échelle politique. Pas de femme présidente de la République. Si on prend le top 10 des ESN ou des éditeurs français, là encore, il y a une certaine sous-représentation des femmes. Et puis surtout, au-delà des postes de dirigeants, on s'aperçoit que si on prend le monde des sales et de la tech, eh bien, en gros, les femmes représentent 30% des collaborateurs. Ça se durcit un petit peu sur les postes plus techniques, puisque là, on descend à 20%. Et Elodie, un chiffre pour toi, puisque on a simplement 11% des femmes dans la cybersécurité. Donc là, il y a plus c'est technique et plus c'est masculin pour la faire simple. Et puis, étonnant, et finir par cette touche pour lancer la discussion, eh bien, si on prend la question de la Startup Nation notamment, où là, on pouvait penser qu'avec les startups et ainsi de suite, un nouveau monde apparaîtrait, et un monde très équilibré, en tout cas avec une place de femmes, un peu des entrepreneuses comme Sophie. Et bien, pour autant, on s'aperçoit, et je vois que Makram Torkani est là également pour un serial entrepreneur, donc peut-être qu'il pourra nous dire un petit mot, mais on voit que les fonds d'investissement, eh bien, quand même, financent très, très souvent des projets qui sont plutôt portés par, alors certes des jeunes, mais plutôt des jeunes hommes par rapport aux femmes. Donc on verra un peu ce qu'il en est. Voilà pour ce tableau qui est dressé. Alors on va repartir justement avec nos invités pour voir, alors à une échelle plus micro en quelque sorte, à leur échelle, ce qui s'est joué justement dans leur parcours et voir ce qui a pu être inspirant et qui peut donner un certain nombre d'idées à nos jeunes. Je vois qu'il y a des eurédiciennes qui sont présentes, notamment, et puis voir comment on peut agir. Mesdames, je vous pose une question. Alors, je vais peut-être démarrer par Sophie parce que ça a été, d'ailleurs, je sais que tu m'avais fait une réponse rigolote en off, mais quand même, choisir une école dans les sales, enfin, dans le domaine de la vente B2B et des sales et de la tech, en l'occurrence sur Redis, c'était quand même pas le choix de l'évidence il y a quelques années. Qu'est-ce qui t'a pris et qu'est-ce qui vous a pris, mesdames, finalement, de faire ce choix de Redis, sachant que pour toi, le choix était un petit peu étonnant, si tu peux peut-être nous le raconter. Oui, avec plaisir. Donc pourquoi Eurydice? Concrètement, c'était par pur opportunisme, hein, si je suis très transparente. Moi, j'ai rejoint Eurydice. J'avais déjà un master. J'avais fait un master de sciences politiques et de commerce international. Suite à celui-ci, en fait, je ne trouvais pas un emploi, on va dire, suffisamment concret et comment dire, les opportunités correspondaient pas à ce que j'avais envie de faire. Et du coup, en discutant avec des amis et notamment une personne qui avait fait Eurydice auparavant et qui m'expliquait un petit peu son job, ce qu'il faisait et ses responsabilités, j'ai postulé également pour rejoindre l'école. Donc concrètement, historiquement, je n'ai pas rejoint Eurydice par passion pour la tech ou par passion pour la vente. C'était vraiment de l'opportunisme, tout simplement par rapport à, on va dire, aux opportunités qui étaient offertes en termes d'emploi derrière. Ajar, toi aussi, c'est une question d'opportunité où il y avait un choix quand même un petit peu plus, on va dire, comment dire ça, certain pour la question de la tech ou le domaine des sales? Moi, c'était plus, on a joué sur l'émotion. J'ai un ami qui a intégré l'école et qui me dit Ajar, s'il te plaît, je peux te coopter. Après, j'aurai un chèque, un chèque cadeau de 150 €. Il me manque une personne. Plus sérieusement, moi, la vente, c'est dans mon ADN et le choix s'est porté, alors déjà pour les hautes technologies, parce que c'est un domaine qui a su m'accrocher en termes d'intérêt intellectuel. Et puis, Eurydice, parce que, alors on en a discuté, Erwan, dans le processus de recrutement des élèves,
Donc, j'ai été vraiment accrochée par les personnes que j'ai rencontrées et leur implication dans le soutien en fait, des femmes dans ces métiers-là, qui étaient encore, quand j'ai intégré l'école en 2010 ou en 2009, encore très peu représentées. D'accord. Donc, toi, tu as senti qu'il y avait un soutien, en tout cas un accompagnement qui poussait vers ça. T'as pas eu, alors justement, il n'y a pas eu d'effet épidermique sur le côté peut-être très tech, alors à la fois de la formation, mais peut-être aussi de ton entreprise d'accueil. Comment ça a joué cette dimension un peu tech? Ah ben, c'était le levier de motivation. Je D'accord, savais que je voulais vendre et je ne voulais pas vendre autre chose que alors soit des services ou en tout cas des choses qui allaient créer de la valeur. Donc, la technologie, c'était pour moi une évidence. d'accord. Alors, Élodie, toi qui es aujourd'hui dans une entreprise de cybersécurité, donc particulièrement technique à l'intérieur de la tech, est-ce que tu es tombé dedans aussi très tôt ou finalement c'est venu un petit peu sur le tard et le choix d'Eurydice a été un peu soit opportuniste ou un peu hasardeux ou une cooptation, tu as été aussi peut-être payé pour venir, pour avoir un chèque? Alors, je ne savais pas qu'on était payé pour venir, mais on va en discuter après ce talk. Non, concrètement, moi, je partais, je terminais ma licence en gestion des ressources humaines et je voulais absolument faire une école de commerce pour m'ouvrir plus de possibilités et de me rapprocher d'un métier beaucoup plus humain ou en tout cas dans lequel j'allais avoir plus d'interaction avec l'humain. Et pour moi, je voulais absolument faire une école de commerce pour ça et de vente. Et Eurydice a combiné les deux sur la vente complexe qui m'intéressait spécialement. Ce n'était pas forcément le côté haute technologie, mais c'était plutôt la vente complexe, la compréhension un peu de tout le cheminement d'un cycle de vente qui pouvait parfois être assez long avec plusieurs interlocuteurs, etc. Et on ne va pas se mentir, les débouchés d'emploi, on était à une époque aussi où on voyait des offres d'emploi, même en alternance, qui étaient quand même très alléchantes et où on nous promettait quand même beaucoup de responsabilités pour un job en alternance, entre guillemets, si je peux me permettre. Et c'est ça qui m'a plu. Le processus de recrutement chez Eurydice a fait que confirmer cela parce qu'on a pu voir aussi, j'ai pu rencontrer des étudiants qui étaient déjà dans le cursus et qui rassurent un petit peu sur la qualité de la formation. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, au pire, ça ouvrira des portes et au pire, ça peut me plaire. Alors, on va pas être très long sur la partie alternance, puisqu'on va plutôt après parler de vos postes ensuite, quand ça a été votre vrai début de carrière professionnelle. Mais quand même un mot, puisqu'on a des alternants aussi ce soir. Et Sophie et Ajar notamment, enfin après ce ne sera pas toujours dans le même ordre, mais comment vous s'est déroulé les débuts de l'alternance? Et est-ce que la question d'être une femme, justement au début des années 2009-2010, est-ce que ça a été un sujet quand vous êtes rentré dans vos entreprises respectives avec des difficultés particulières ou pas nécessairement de sujet? Sophie Ajar, enfin Sophie et ou Ajar. Allez Sophie, parce que sinon c'est… En ce qui me concerne, l'alternance s'est plutôt très bien déroulée. Pour répondre à ta question sur le fait d'être une femme, en ce qui me concerne, c'était pas du tout un sujet. Je suis arrivée en même temps que d'autres personnes, donc plutôt en stage, mais le format change peu, hein. On avait le même type de responsabilité, on va dire. Et concrètement, on était traités exactement de la même manière. Donc en ce qui me concerne, le genre n'était pas du tout un sujet. Et j'ai eu la chance d'intégrer une société qui m'a donné pas mal de responsabilités pour quelqu'un en alternance, à savoir, je devais tout créer de A à Z. Et du coup, j'ai pu être aussi accompagnée sur mon activité. Voilà, ça a été une excellente alternance de mon côté. D'accord. Même question du coup pour Ajar. Alors, pour ma part, c'est dans la continuité de ce que Sophie a partagé. Ce n'était pas du tout un sujet. Alors déjà, ça ne l'est pas à mon niveau, ce n'est pas du tout la question que je me pose. On me la pose ce soir, j'y ai réfléchi et il se trouve que je n'ai, en tout cas, mon genre n'a jamais été un sujet. Oui, c'est ce dont on a parlé quand on a pu justement préparer
cette émission et on Alors, verra malgré. il y a quand même une particularité qui est liée aussi à nos métiers. Bon, on en parlera peut-être après. Mais... Vas-y, n'hésite pas si tu veux développer. Une des particularités de notre métier, c'est quand même qu'on mesure la performance. Donc, on ne va pas aller chercher votre genre à partir du moment où vous êtes performante sur votre fonction. Et on fera le lien aussi avec les salaires. C'est le même sujet. C'est un des métiers où vous avez une maîtrise de votre niveau de rémunération de par votre performance. Donc, on ne va pas aller se battre pour le fixe, on va aller chercher le variable et on va s'imposer avec ces résultats. Alors, la performance, vas-y. si je peux me permettre d'intervenir sur ce point hyper important, moi, c'est celui qui, quand j'ai réfléchi aussi à cette thématique, c'est la première chose qui m'est venue, Ajar. C'est de me dire, oui, qu'est-ce qui fait que dans le monde du commerce, on se rend compte que les femmes ont une place qui est quand même bien meilleure que dans plein d'autres secteurs. C'est comme tu le dis, qu'on mesure de la performance individuelle avec des métriques. Parce qu'il y a évidemment qu'on mesure toujours la performance des gens, un manager ou autre, mais c'est parfois sur des métriques moins visibles que le chiffre d'affaires, le nombre de rendez-vous, le nombre de deals. Et ça, je pense que c'est un des vecteurs premiers de l'amélioration, en tout cas, et de l'équilibre de la place de la femme dans les métiers commerciaux. Absolument. La question se posera dans un deuxième temps quand la femme voudra évoluer et qu'elle voudra accéder à des postes en management. Justement, ça, on y reviendra un petit peu après. Et justement, question que ce soit Sophie ou Élodie notamment, est-ce que, parce que parfois, ce qui peut se passer, c'est que ce n'est pas tant votre rôle de commercial qui peut éventuellement être interrogé ou discuté, mais quand vous êtes un peu chef de projet d'une vente complexe, où là, vous allez avoir des avant-ventes, vous allez avoir des ingénieurs à côté avec une dimension technique. Et est-ce que, du coup, là, il peut y avoir des éléments de remise en cause de sa légitimité parce que vous êtes une femme, ou c'est tout simplement parce que vous êtes un commercial et que le commercial, on considère qu'il n'est pas très technique par nature. Élodie, tiens, je te lance la question puisque tu dois être confrontée à ça. Oui, surtout quand aujourd'hui, moi, je suis amenée à faire des avant-ventes. Lorsque j'ouvre mon call de qualif avec le client, j'ai eu parfois des commentaires du type est-ce que vous voulez qu'on attende votre collègue, sous-entendu un collègue homme, pour qu'on puisse démarrer le call et pour qu'on puisse apporter des éléments techniques. Donc oui, ça peut jouer, pas chez tous, mais je pense que ça reste des biais. Alors là, c'est plutôt sur la partie cybersécurité, parce que tu l'as très bien dit, il y a cette année, c'est 11% de femmes qui occupent des postes dans la cybersécurité, donc technique et on va dire office, sur des postes transverses en tout genre. Dans l'IT, je l'ai moins ressenti peut-être, mais en cybersécurité, je l'ai un petit peu plus senti, en effet. Et est-ce que ça veut dire, et je ne sais pas si Sophie ou Ajar ont rencontré le même type de situation, qu'une des manières, un peu de ce que tu disais Ajar, c'est-à-dire qu'une manière de s'emparer ou de contourner ça, c'est vraiment aussi de s'y mettre et de s'y plonger pour que soi-même, techniquement, on soit particulièrement solide, sans être peut-être du niveau d'un ingénieur, mais qu'on soit solide pour éviter ce genre de remarques. Est-ce que Sophie, on t'a demandé si l'homme allait arriver ou pas, ou Non, mais si on attend ton collègue? Non, mais concrètement, moi, ça ne m'est pas arrivé. Donc, voilà, j'ai pas été confrontée à ce type d'échange. Je dois admettre que jusque-ci, j'entends le côté, OK, la personne est commerciale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus avant-vente, voire ingénieur, qui se joindra à nous? Cela étant dit, encore une fois, je ne crois pas, ou du moins, je ne l'ai pas ressenti comme tel. Je ne crois pas que c'était relatif au fait que je sois une femme ou pas. Donc, voilà, je n'ai pas forcément de choses à préciser. Après, effectivement, le domaine de la cybersécurité est encore plus masculin, certainement, que le domaine du service. Et peut-être que, du coup, c'est un petit peu différent. Je crois même qu'on peut dire qu'il y a ce biais, malheureusement, sur la fonction commerciale. Pas que le fait que tu sois une femme, Élodie. C'est-à-dire que pour plein d'interlocuteurs, le fait de n'avoir qu'un commercial avec la fonction commerciale, ils sont parfois un peu inquiets du niveau de réponse qu'on va pouvoir avoir. Ce qui est un peu triste, malheureusement. Je confirme que, également, de mon point de vue, c'était surtout lié à la fonction, où on va souffrir par moment de l'image du commercial qui veut vendre à tout prix
mais pas particulièrement parce qu'on est une femme. Après, pour compenser, est-ce qu'on va aller en apprendre plus que les autres? Pas forcément, parce qu'il faut aussi prendre sa fonction, savoir s'appuyer sur les ressources à disposition et parler de ce qu'on maîtrise. Donc, oui, il faut se plonger dans les sujets et comprendre ce qu'on vend, comprendre la problématique du client. Maintenant, devenir expert soi-même, très franchement, c'est une perte de temps. Alors, je ne sais pas, je vois la remarque de Kenza. D'ailleurs, je salue Kenza puisqu'elle n'est pas encore tout à fait eurydiциenne, ou en tout cas, elle est juste au début. Donc, ça permettra aussi d'avoir des femmes inspirantes et peut-être être à la place de nos invités d'ici quelques années. Je ne sais pas si les autres ont aussi des problèmes de son ou s'ils ont du mal à entendre, mais ça avait l'air de fonctionner jusque-là. On va voir Erwan, ça. Oui, c'est Makram. Makram, vas-y. Juste une petite stat. Vas-y. Dans la French Tech aujourd'hui, au niveau des startups, on est à 17% de femmes dans la French Tech. Et en fait, il y a quelques mois, j'ai mis le lien sur le chat, mais il y a quelques mois, la French Tech a mis en place un pacte parité pour atteindre, et ça difficilement les 20% d'ici 3 ans. Donc, tu vois, la parité n'est pas encore respectée dans l'univers de l'entrepreneuriat en France sur la French Tech. Alors, c'est ce qu'on disait en fin d'introduction. Ça pique un peu que le projet soit d'arriver suite à un pacte de parité à 20% dans 3 ans. Ouais, 20% en 3 ans, hein, Sylvain. En 3 ans. J'entends bien. Ça nous fait penser parfois à des pactes sur l'écologie où on considère qu'on va réduire quelques petites choses et il faudrait aller plus loin, plus fort. Justement. Alors, si on parle maintenant et qu'on avance un peu au-delà de la partie alternance, moi, ce qui m'intéresse avant de parler sur la fin des questions de direction, de management, c'est dans le cycle business, notamment. Là encore, est-ce que vous avez pu rencontrer des situations, j'allais dire, un petit peu compliquées ou surprenantes par rapport à ça? Et surtout, comment vous les avez peut-être contourner, puisque je crois que Hajar et Sophie, vous avez moins été en front avec ce type de sujet, mais peut-être que ça s'est joué parfois dans des éléments de posture. Une anecdote, quand même, je ne résiste pas, puisque en off, notamment, tu m'avais présenté, Élodie, enfin en tout cas une anecdote sur la question du trophée de la machine à café. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote, notamment? Oui, grâce à un ami, j'avais pu prendre rendez-vous avec un responsable infra. À l'époque, je vendais de l'infogérance et du cloud. J'avais réussi à avoir un rendez-vous avec le responsable infra de cette dite société. Et j'étais très contente. J'étais en alternance, j'avais eu mon rendez-vous, je vais à mon rendez-vous. Et je me suis aperçue qu'en fait, le rendez-vous, c'était juste pour dire, bon, je reçois des commerciales. Et en fait, j'ai vu tout le bureau infra se précipiter dans les salles de réunion pour regarder comment j'étais habillée, comment je présentais, etc. C'était très gênant. Alors, ça, on peut imaginer que c'est peut-être l'ancien monde et que c'est peut-être sûrement Oui, dépassé. je pense. Petite Ça m'est question. arrivé une seule fois sur Donc, ça reste sûrement anecdotique, mais comment, du coup, justement, puisque tu étais jeune et tu étais alternante à ce moment-là, quel type de posture, ou en tout cas, si tu as retrouvé des situations peut-être pas aussi fortes, mais quels sont les éléments de posture que tu as pu peut-être adopter ou les réflexes en tant que tels? Et on verra aussi avec Hajar et Sophie qui ont moins connu ça visiblement. Je rejoins Hajar sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, sur en effet la posture, ramener le débat plutôt technique au centre du sujet. Je pense que déjà, ne pas jouer de ses charmes, c'est très important. L'IT, c'est un petit secteur et la cybersécurité encore plus, donc c'est pas la peine de se cramer, qu'on soit une femme, un homme ou quoi que ce soit. Enfin, il faut faire hyper attention à sa posture, à la manière de présenter et surtout, en effet, savoir ramener le sujet et savoir cadrer l'entretien si on voit que de toute façon, ça reviendra pas, ça va pas mener à un business, quoi. Hajar, Sophie, et si vous avez aussi une réaction peut-être sur le sujet, Hajar notamment? Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, ça ne veut pas dire que on doit accepter. Ouais. Maintenant, il y a une façon de gérer ce genre de situation qui est, voilà, quand on est confronté à une situation gênante face à un client qui se permet des phrases un peu à l'écart, c'est déjà on peut avoir ce réflexe d'avoir un sourire gênant.
Mais un sourire, c'est un sourire. Et moi, ce que je recommande, c'est déjà, ne pas sourire, ne pas Pas relever cautionner la finalement. remarque, marquer un temps d'arrêt et le laisser reprendre la discussion. Et il va se recentrer de façon très naturelle. Ouais, je suis d'accord. On imagine tous le malaise de la personne qui tente le truc à qui tu fais ça, Jara. On vient d'avoir une petite pensée pour lui. Alors, je ne sais pas si Sophie a connu ça. Alors, pour en terminer d'ailleurs avec ça et le sujet que tu évoquais, Élodie, notamment sur la question peut-être de la séduction. J'en profite parce qu'on a pas mal de… Alors là, je parle plus de nos alternants, puisque après, la question ne se pose pas vraiment, mais parfois, on voit des jeunes avec Sylvain qui, dans une même classe, quand les filles, d'ailleurs, souvent performent un peu mieux parfois que les garçons, et souvent, ils vont ramener ça en disant « Ouais, mais pour vous, c'est facile, les filles, vous obtenez des rendez-vous parce que vous êtes une femme, machin, ainsi de suite. » L'air de dire, il y a peut-être un truc de séduction qui se jouerait derrière. J'imagine que vous n'êtes pas spécialement d'accord. Et surtout, tu disais, Élodie, c'est que à la fois, si c'était vrai, ça vous crame assez vite, d'une part, et deux, ça paraît peu probable. Mais est-ce que je voudrais me permettre quand même de challenger cette proposition, cher ami? En vrai, Sophie, Élodie, Ajar, vous avez travaillé dans des équipes. Est-ce que vous avez quand même constaté que, à cause non pas d'une quelconque démarche de séduction de votre part, mais à cause du biais très masculin, vous aviez un accès au rendez-vous plus facilité qu'un garçon qui ferait exactement la même tentative avec le même pitch? Ou pas du tout? Moi, personnellement, enfin, je n'ai pas remarqué de différence. Après, bon, c'est une question de performance, mais voilà, j'ai mes résultats étant en lien avec mon investissement. Ce que je trouve assez drôle, c'est en fait, là, on parle de biais et j'en vois deux qui sont complètement antinomiques. Le premier, c'était de dire vous êtes une femme, vous ne comprenez rien. Est-ce que vous l'avez vécu? Et le deuxième, c'est vous êtes une femme, vous obtenez des rendez-vous. Je trouve ça assez rare dans un monde où, en fin de compte, on a beaucoup de travail, il y a énormément de sujets, d'avoir des clients qui ont le temps de donner des rendez-vous auprès de femmes avec ces deux biais-là. Ok, elle va rien comprendre, mais bon, en même temps, je vais pouvoir la séduire. Je trouve que c'est complètement antinomique. Et en fait, j'ai l'impression que ces biais sont, ou du moins voilà, ces réflexions, sont plus du fait de personnes qui n'interviennent pas forcément sur ce secteur-là, ou du moins qui ne sont pas côté client ou côté personnes qui acceptent de rencontrer un commercial pour un sujet ou pour un autre. Voilà. Bon, je ne sais pas, en tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être aussi, Sophie, parce que toi, tu vendais des sujets assez pointus et spécifiques. Peut-être. Je parle effectivement de notre domaine d'intervention. Et effectivement, je ne vais pas parler de vente B2C ou d'autres sujets sur lesquels je n'ai pas de connaissances. Même dans l'IT, si je prends le schéma de la régie classique, de l'AT, tout format, tout sujet, le généraliste de base, là, je pense qu'il y a de toute façon aussi, je rappelle, une nécessité du côté interlocuteur client de recevoir des entreprises. Et le constat quand même qui est fait en termes de statistiques, quand tu es manager d'une équipe avec plein de commerciaux, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une statistique d'accès au rendez-vous, en tout cas, qui a l'air plus aisée, et ce qui est juste délirant. C'est là où je te rejoins, très clairement. C'est de se dire qu'il y a des gens qui sont capables de dire oui à un rendez-vous sans trop s'être posé la question de l'intérêt du sujet du rendez-vous, mais plus de l'intérêt de la personne. Ajar, toi, pas te… Personnellement, je n'ai pas observé de statistiques en ce sens, parce qu'effectivement, pour moi, si j'obtiens le rendez-vous, c'est que l'échange, en tout cas, a capté l'attention. Et non, franchement, je ne saurais pas me positionner en réponse. Alors, je voudrais qu'on passe peut-être maintenant à la partie à la fois en interne dans vos équipes et puis surtout sur la dimension managériale, puisque vous occupez à différents postes des fonctions de management. Et donc là aussi, la question de l'accession à ces types de postes, puisque quand même une des particularités, vous êtes jeune, donc on peut dire que vous avez quand même accédé assez rapidement à ces fonctions-là. Est-ce que l'accès vous a semblé être compliqué ou peut-être d'attendre un peu parce que vous êtes des femmes?
jusqu'à pas l'air d'être le cas, mais quand même j'interroge. Mais surtout, par contre, la réception, peut-être au sein des équipes, ou en tout cas avant, est-ce que des choses se sont jouées en la matière? Ajar, je ne résiste pas, étant directrice générale, de démarrer par toi. Alors oui, je me suis confrontée à une première difficulté pour accéder à un poste de management. Souvent, si c'est pour ces raisons-là, si c'est pour des raisons de genre, on ne va pas vous le dire de façon frontale, parce que ce n'est pas un argument et c'est compliqué de l'expliquer. Maintenant, quand on est confronté à ce genre de situation, il faut prendre le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai demandé à accéder à des postes de management. Alors déjà, premièrement, je n'ai pas attendu qu'on vienne me chercher. Parce qu'on ne viendra pas vous chercher. Et ça, je l'ai très vite compris dans le monde professionnel. Et c'est ce qui fait la différence entre un homme et une femme, hein, réellement. C'est que nous, les femmes, on va travailler, on va s'atteler à cocher toutes les cases pour accéder à une fonction. Et on attend qu'on vienne nous chercher parce qu'on a la légitimité pour accéder au poste. Les hommes ont un comportement qui est différent, où ils vont exiger, ils vont prendre le pouvoir, ils vont y aller, et parce que, alors je ne sais pas si c'est une haute estime d'eux-mêmes, mais en tout cas, sans forcément cocher toutes les cases, ils vont aller exiger à ce qu'on ait cette évolution, ou à ce qu'on les augmente, etc. Les hommes auraient moins le syndrome de l'imposteur pour y aller, quoi. Absolument, absolument. On pourrait presque dire que le syndrome de Peters est très masculin. Et en tout cas, une fois que vous avez compris ça, vous jouez avec les mêmes règles. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, on m'a refusé d'accéder au poste de management. Et puis, je suis partie. D'accord. Et au moment où je voulais partir, on a essayé de me retenir, mais c'est déjà trop tard. Quand on a déjà un pied à l'extérieur, on ne peut pas revenir et la relation de confiance, elle est cassée. Mmh. Donc, il faut partir, il faut s'ouvrir soi-même les portes, il faut prendre les opportunités. Et quand on a la volonté d'aller sur des fonctions managériales, prendre les responsabilités, eh bien, il faut avoir les épaules pour. Il faut en assumer l'ensemble des responsabilités qui en découlent. Donc, à ce moment-là, soit on se lance dans l'entrepreneuriat, soit on va trouver une entreprise dans laquelle on est aligné en termes de vision et en ce moment-là, on avance. En réponse, en tout cas en synthèse de réponse, ce que je peux dire, c'est ne pas se mettre soi-même des barrières. C'est quand on veut quelque chose, il faut aller la chercher. Et 3, aller chercher aussi le bon environnement qui correspond à nos envies. C'est hyper important, tu dis Ajar, parce que ça touche du doigt quelque chose qu'on constate dans plein d'autres secteurs que le commerce, qui est une forme d'entre-soi masculin, avec des codires très masculins qui cooptent plutôt des hommes, ça on le sait, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes qui postulent, que ce soit en politique ou que ce soit dans les postes de très haut management, à cause de ce biais que tu viens de décrire, qui est j'attends d'être parfaite, d'être carré, d'avoir coché toutes les cases, d'avoir fait l'INSEAD pour dire c'est bon, maintenant je peux être DG. Quoi. Et même pas pour dire, c'est qu'on va venir forcément me chercher parce que je serai la meilleure dans mon domaine. Je pense que c'est un biais qui a une importance majeure dans la situation. Alors, justement, et ça peut être le cas pour aussi Élodie et Sophie, sachant qu'il y a aussi une autre évolution, donc vous êtes d'ailleurs les témoins, plutôt les acteurs ou les actrices, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand même, on permet à des plus jeunes personnes d'accéder à des postes de direction. Puisque parfois, il y a le côté genre qui peut jouer, mais il y a aussi le côté âge qui était bloquant, où il fallait avoir un âge assis ou de sénateur pour pouvoir accéder à ces postes-là. On voit que vous, ça n'a pas forcément été le cas. Sophie, par exemple, est-ce que toi, tu as rencontré pareil, dans ton ascension, on va dire, des éléments où soit tu as été chercher comme Ajar les postes là-dessus, ou comment ça s'est passé pour toi? Moi, déjà, une grosse partie de ma carrière, je l'ai effectuée au sein de la même société. Donc, je suis restée 10 ans au sein de la société auprès de qui j'avais fait mon alternance, en l'occurrence.
Et du coup, en fait, au fur et à mesure des années, voilà, des challenges relevés, en fait, on m'a proposé des postes avec du management. Donc, ça s'est fait assez naturellement déjà sur cette première expérience. Et effectivement, bon, j'ai peut-être eu la chance d'être dans un environnement qui était plutôt propice. Mais en l'occurrence, j'ai eu non seulement la proposition et puis l'accompagnement pour monter en compétence sur ces axes-là. Et puis derrière, j'ai monté moi-même des sociétés donc dans lesquelles, évidemment, je manage des gens et des équipes. Au-delà de ça, ce que je Tiens, tiens à d'ailleurs, souligner… petite question rapide. Est-ce que toi, c'était mes questions suivantes, mais quand même, je ne résiste pas. Est-ce que toi, dans le choix de tes collaborateurs, l'équilibre de cette forme de parité, est-ce que c'est un sujet ou c'est vraiment que la compétence pure qui se pose? Pour être honnête, c'est la compétence pure. Aujourd'hui, en fait, on est dans un segment et dans un secteur où on a trop peu de personnes formées, diplômées et compétentes par rapport aux besoins. Clairement, que ce soit en termes techniques, donc des développeurs, des personnes côté infra, toutes les personnes techniques, et même sur des personnes, des fonctions commerciales, des personnes qui sont formées et compétentes, on n'en a pas assez sur le marché. Donc, si on vient y ajouter des axes autour du genre, ce genre de choses, ça devient très compliqué. Donc, ce qu'il faut souligner, en fait, ce que je tiens à souligner, c'est que, en ce qui me concerne sur l'évolution de carrière, je pense que pour moi, hein, ce qui a joué, c'est ça, c'est le fait que, comme il n'y a pas assez de monde sur le marché, je n'ai pas vu, en tout cas, ma carrière, en fait, être ralentie par mon genre. Et je pense que c'est tout simplement par la compétence. Maintenant, effectivement, quand on a une personne une femme en tout cas, qui est motivée, et voilà, qui est un petit peu jeune, etc., l'accompagner sur certains sujets, c'est quelque chose d'important. Cela étant dit, en tout cas, moi, en tant que chef d'entreprise, je ne vais pas prendre un homme parce que c'est un homme pour un poste donné ou prendre une femme parce que c'est une femme. Je vais prendre la meilleure personne pour le poste donné. Je te dis ça parce que nous, par exemple, mais bon, c'est propre au secteur de la formation, on est dans une situation inverse puisque 95% des collaborateurs sont des collaboratrices et que parfois on se dit, tiens, à compétence égale, on prendrait bien un homme pour essayer de rétablir l'équilibre. Mais bon, c'est pas tout à fait dans le même sens. Toi, Élodie, aussi, quand tu as pris pour rester sur ces éléments de discussion, est-ce que justement sur la montée managériale et prise de poste, est-ce que tu as aussi connu ou pas des obstacles, ou au contraire, tu as trouvé que c'était assez facilitant parce que, comment dire ça, le contexte était plutôt favorable? Je dirais que je rejoins Ajar et Sophie sur le fait que c'est beaucoup de compétences et qu'il ne faut pas avoir peur de changer. Faut pas avoir peur non plus de prendre conscience de tout ce qu'on a fait et de tout ce qu'on a accompli. Moi, ça n'a pas été le genre qui m'a bloquée parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus et même s'il reste des biais, je pense qu'ils s'effacent progressivement. En effet, tu l'as dit, c'est plutôt l'âge. L'âge où les gens vont dire moins de 30 ans, un manager, est-ce qu'elle a les épaules pour… Enfin, c'est plutôt ça qu'on remet en question et plus forcément les compétences, les compétences et les soft skills que tu as pu démontrer pendant toutes tes expériences, même si tu es successful à chaque fois. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Après, j'ai eu la chance de tomber toujours dans des environnements assez bienveillants. Mais alors, je ne sais pas si l'expérience sera similaire avec Sophie. Mais moi, je l'ai remarqué que quand c'est des petites structures que tu accompagnes et qui grossissent, etc., oui, vu qu'on te fait un petit peu plus confiance, qu'on t'a vu travailler et que tu as mis beaucoup de ta personne, on va avoir beaucoup plus tendance à te proposer des avancements et t'accompagner dans ta carrière. Autant sur des grands groupes, j'ai pu voir que c'était un petit peu plus compliqué et que là, on favorisait beaucoup plus les hommes. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, je pense que ça dépend des services, etc. Enfin, il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Surtout que c'est très paradoxal, Élodie, puisque dans les grandes entreprises, ils ont cette pression-là. Dans une PME, on ne te parle pas de parité, on ne te parle pas de ton CODIR, de ton COMEX, etc. Alors que dans les grosses entreprises, les gars signent des chartes à longueur de journée sur ces sujets, quoi.
Ouais, mais entre signer des chartes et un peu comme a dit Ajar, un mec qui vient et qui tape du poing sur la table et qui réclame ce poste-là parce que ça fait X années qu'il est là et que finalement il va l'avoir un peu à l'usure, et ben tu peux rien par rapport à ça. Tu auras beau signer je ne sais pas combien de chartes, tant que c'est pas. Oui, si, la seule chose qu'on peut, c'est ce qu'a dit Ajar tout à l'heure, c'est qu'il Ouais, faut jouer avec les règles du jeu. exactement. Si le game, c'est celui-là, eh ben, il faut Faut jouer avec rentrer les dans le règles. game en jouant le même jeu que les autres, quoi. Exactement. Alors, justement, ça fait une transmission avec Aja. Deux petites choses. Si vous voulez réagir sur ce que disent les uns les autres, n'hésitez pas. Et puis, surtout aussi, ceux qui sont parmi nous ce soir, si vous avez soit une question à poser directement dans le chat et on vous donne la parole, et ou ne serait-ce qu'un témoignage notamment, vous n'hésitez pas, bien sûr. Ajar, ça fait la transition justement sur, j'allais dire là, le style managérial. On évoquait en amont justement le fait, alors parfois ce sont des journaux qui simplifient un peu l'affaire en parlant d'un management au féminin notamment, soit qui serait un peu du côté maternel, maman, soit qui serait au contraire un peu par réaction dame de fer, un peu Margaret Thatcher. Voilà. En réalité, toi, dans ce que tu as pu voir et ainsi de suite, comment tu vois les choses? Est-ce que c'est le management au féminin, ça existe? Oui, le management au féminin existe. Là, c'est pas pour marquer une différence, mais c'est parce que on est simplement différent. On n'a pas la même sensibilité que les hommes. Donc forcément, notre approche managériale va aussi découler de notre sensibilité. Maintenant, à ça va s'ajouter aussi le facteur niveau d'exigence personnelle, référentiel, etc., etc. Donc, ma première réponse, c'est oui, il y a un management au féminin. Alors, il n'est pas forcément dans les extrêmes, soit maternel, soit, tu cites Margaret Thatcher, donc c'est main de fer dans gants de velours, c'est ça? Oh, c'était plutôt main de fer tout court, il n'y avait pas forcément de C'est ça, gants de velours. Il n'y avait pas de gants gants de velours pour Margaret Thatcher. Non, je te dis ça, mais parce que pour prendre aussi des exemples, on voit, alors c'est toujours pareil, hein, c'est simplement la presse, donc c'est l'écume ou la pointe de l'iceberg, mais on a vu très récemment des cas, notamment alors un peu plus en politique. Je pense à France Culture, par exemple, où la directrice générale s'est fait accuser de forme de harcèlement, justement, avec un management brutal. On a vu ça avec la Fédération française de football. Enfin, on le voit assez régulièrement, mais en tout cas. De Voilà. remarques par rapport à France Culture, parce que je ne sais pas si c'est le fait que ce soit une femme ou les convictions qu'ils défendent. Mais... Oui, c'est pour ça que, En tout cas, voilà, c'est pour ça que je donnais quelques exemples, mais voilà, non, c'était plutôt au contraire un management qui aurait ressemblé à celui d'un homme, mais plutôt finalement le monde ancien, tu sais, très vertical, un peu brutal. oui, non, par contre, ce que je peux partager, c'est qu'effectivement, en tant que femme, les relations avec les équipes vont être différentes, c'est-à-dire dans ce qu'on va recevoir. Et ce que j'ai pu remarquer, et là encore, je parle de mon expérience personnelle, c'est qu'effectivement, en fait, les collaborateurs, moi, en tant que femme, vont plus avoir alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la relation de confiance? Est-ce que c'est le fait que je sois une femme? Il y a ce côté, en tout cas, il y a des connexions qui se font et on se retrouve un peu à être la maman de ces collaborateurs dans la bobologie qui vont venir nous partager. Et ça, je parle de vécu. Donc, il faut imposer un peu plus de limites. Donc là, on peut paraître justement main de fer. Pour rester dans un cadre professionnel, mais c'est vrai qu'en tant que femme, la relation que j'ai pu avoir avec les collaborateurs quand j'intervenais en ESN, ils venaient se confier sur beaucoup de sujets. Sophie, tu me disais en préparant cette émission que tu avais aussi été souvent la maman, alors toi plutôt des consultants. Non, il me semblait qu'il y avait eu un peu. Enfin, pas la maman, Maman. non, pardon, non pas que Enfin. toi tu te mettais dans cette position, mais que parfois, notamment les techs, alors là au sens un peu strict du terme, étaient souvent dans un rapport justement un peu maternel, en tout cas dans la manière d'agir. Est-ce que je me trompe ou pas? Je vois pas tout à fait D'accord, ok, à j'ai cru quel que moment c'était. j'aurais pu dire ça. Alors c'est peut-être avec Ajar, du coup je confonds un peu les éléments. Mais est-ce que tu as remarqué, toi, en tout cas dans la manière pareil, de manager, alors que ce soit d'ailleurs en tant que plutôt créatrice d'entreprise ou plutôt manager, là aussi, management au féminin, de particularité, où finalement il y a autant de cas que de managers?
je suppose qu'il y a autant de cas que de managers. Néanmoins, voilà, je ne sais pas si c'est un management au féminin. En ce qui me concerne, j'essaie d'avoir un management comment dire, qui réponde à ce que j'aurais voulu avoir ou ce que j'ai aimé avoir dans ma carrière. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les personnes recherchent principalement dans leur travail du sens. Voilà, ils sont en quête de sens, le fait d'avoir de la responsabilité. Et du coup, mon management est très, comment dire, lié à ça, en fait, à ce type enfin, à mes propres convictions, en fin de compte. Donc, je suis plus dans la co-construction, la collaboration. Voilà, et j'essaye toujours de mettre en place, même lorsque j'interviens sur ces aspects en stratégie, lorsque c'est possible, des choses qui soient le plus flat possible. Mais c'est plus lié, je pense, à mes convictions personnelles et à ce qui, je pense aussi, permet à chacun enfin, comment dire, de faire le meilleur, enfin, d'avoir le meilleur d'eux-mêmes et d'être, voilà, d'avoir un travail satisfaisant au quotidien. Donc, je ne sais pas si ça revient au fait si ça revient à un management au féminin ou pas. Là-dessus, j'ai pas le recul, hein, je ne pourrais pas vous dire. Alors, ça marche. Alors, je vois une question dans le chat. Sachant que, chers amis, ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble, le temps file. Je voulais qu'on parle justement parce que, notamment de l'avenir, sur ce qu'on peut faire, et notamment sur ce coup de rein qui permettrait de ne plus en parler ou d'avoir d'autres débats que cela. Mais notamment, à votre avis, quels sont les types d'actions que l'on peut faire, sachant qu'il y a pas mal de clubs, j'en ai cité un certain nombre, mais que ce soit Women in Tech, par exemple, Femmes du numérique, alors je ne sais plus si c'est exactement le terme, mais le cercle des femmes de la cybersécurité. Enfin bref, ça pullule. Est-ce que ce sont des actions un peu de ce type, associatives et ou politiques, volontaristes, un peu comme le disait Makram ou comme on a connu dans la politique, voilà, ou alors comment faire aussi pour que les jeunes femmes plutôt arrivent dans la tech. Voilà, vous êtes ministre là-dessus, vous êtes dirigeante, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ouvert. Alors, pour ma part, il y a un vrai sujet qui est lié à l'éducation, parce que les transformations fondamentales s'opèrent déjà au niveau de l'éducation. Et puis, au niveau de l'État, les lois vont aider. Par contre, elles ne vont pas forcément s'exécuter de la bonne manière dans le cadre privé. Et là, les entreprises ont un rôle à jouer qui est très important en termes de relais pour ancrer en fait ces changements-là. Donc pour moi, oui, il y a l'éducation en premier lieu. Quand Makram a parlé notamment du challenge parité pour atteindre les 20% de féminisation en 3 ans, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on aura formé autant de femmes qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Donc, la formation, donc l'éducation, et là, ça commence très jeune, et puis l'accélération grâce aux entreprises. Et là, au-delà de signer des chartes, c'est de façon très opérationnelle qu'est-ce qui est mis en œuvre. Et est-ce que ça suppose une sorte de volontarisme en mode, justement, parité de type 50%, des actes, enfin, voilà, avec des normes très précises, ou tu fais plutôt confiance à… On ne peut pas. Alors, moi, il se trouve, et je suis très fière de le dire, que chez Infortive, on a une parité quasi 50-50. Mais ça n'a pas été un objectif, ça s'est fait de façon très naturelle. Maintenant, est-ce qu'une parité à 50-50, est-ce que l'équilibre est dans le 50-50? J'en sais rien. Il faut les bonnes personnes, les bonnes compétences au bon endroit et qu'on ne fasse pas un filtre, justement, comme ça a été fait. Oui, mais regarde, en politique, par exemple, ce qui s'est passé, c'est le fait d'imposer, par exemple, pour les partis politiques, le fait qu'ils aient des candidats. En fait, ça a créé surtout un vivier dans lequel pouvait émerger justement le talent et la compétence. Or, le problème là, souvent, enfin, semble-t-il, hein, c'est que comme il y en a peu, bah, forcément, quand tu n'as que 10% d'une population qui est dans le secteur, j'allais dire, tu as forcément moins de talent que quand tu as 90% de l'autre côté. Tu n'as pas moins de talent, mais moins de Alors, je ne sais pas compétences. si la politique, c'est le bon exemple. Oui, peut-être, voilà. C'est vraiment le contre-exemple et c'est un monde de mercenaires. Hein, donc, je ne sais pas si… Bon, je ne sais pas. Alors, on verra qu'on a des questions dans le chat. On va venir à vous. On finit juste sur cet élément-là pour les actions, parce qu'il y avait une question d'Antoine et de Caroline notamment. Je ne sais pas si Sophie et Elodie voulaient réagir sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on y va plutôt par voilà,
un travail associatif de conviction et on se réunit éventuellement et on a des actions? Ou est-ce qu'un peu plus dirigiste là-dessus? Est-ce que vous avez un avis ou une idée sur la question? Moi, j'aime bien la question justement de Caroline sur le fait qu'en effet, les filières commerciales, et elles sont majoritairement, c'est majoritairement masculin, c'est vrai. Et je crois qu'on en parlait aussi pendant la présentation, Erwan. On a beaucoup d'exemples d'hommes qui réussissent dans la tech et qui sont de réels modèles. Bon, on en a quelques-uns au féminin, etc., mais pas sur des figures commerciales. Est-ce qu'on ne manquerait pas justement de mise en lumière de femmes commerciales dans la tech? Il y a certaines initiatives qui se font sur, toujours dans la cyber, je crois que c'est les trophées de la femme cyber, etc. Mais dans les femmes dans l'IT, en tout cas, si on prend de manière globale, c'est sur les peu de pourcentage de femmes qu'il y a dans l'IT, en fonction transverse, c'est la majorité. Et on en a très peu aussi dans la tech. Donc la question, elle se pose là. Comment mettre en lumière des profils sales et alors, en fait. à l'échelle Eurydice, vas-y, c'est ce que j'allais dire. Je crois quand même que Eurydice peut mettre sa petite pierre à l'édifice en changeant l'image qu'on a de ce métier, parce que tant qu'on sera dans le cliché du commercial avec sa grande bouche, tchatcheur, un peu menteur, je crains malheureusement que ce soit des attributs plus masculins que féminins. Donc, on attirera toujours plus de mecs qui naturellement se diront bah ouais, moi je suis un tchatcheur donc je peux y arriver. Et plus on développera la vision de la vente telle qu'on la voit chez Eurydice, avec de la méthode, avec énormément d'éthique, avec une vraie vision du métier, là je pense que d'un coup, ça peut intéresser pour le coup strictement à parité autant les femmes que les hommes. Ouais, alors, vous verrez on est en train de créer un Hall of Fame Eurydice et on est en train de voir que la place des femmes va être très importante. Mais là, par leur succès, ce n'est pas du tout par parité, justement. Il y avait une question avant qu'on termine, notamment d'Antoine. Je crois qu'il y avait une question pour Ajar, si je ne me trompe pas. Si Antoine voulait bien ouvrir votre micro et poser votre question à Ajar. Oui, Si. bonsoir. Oui, j'avais Bonsoir. une question. Donc, c'était concernant plus votre parcours. C'était pour savoir, par rapport, vu que vous êtes directrice, par rapport à l'ambition d'atteindre ce poste, est-ce que vous aviez déjà cette idée dès le début de votre entrée en formation, ou est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure de vos expériences et opportunités? Et au final, est-ce qu'il y avait un fil conducteur ou est-ce que c'était un objectif de départ ou un peu le cheminement par rapport à votre pensée peut-être et expérience? Alors, est-ce qu'on est dirigeante ou est-ce qu'on le devient? Bonsoir Antoine, merci pour votre question. Déjà, me concernant, mon ambition, elle n'a pas de limite. Et donc, me fixer un objectif, ce serait m'arrêter à un point de chute. Est-ce que le premier travail que j'ai fait, c'est d'abord un travail sur moi-même, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est la personne en fait que je veux devenir. Et en partant de ça, mes objectifs en fait se dessinent au fur et à mesure de mes expériences. Donc, j'avance toujours avec un plan très précis tout en étant ouverte aux opportunités. Et ça, c'est très important parce qu'avoir les opportunités et savoir les saisir, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, pour répondre à ta question, je n'avais pas pour ambition de devenir directrice générale. Par contre, de continuer à évoluer et il y a différents chemins d'évolution possibles. Aujourd'hui, ce qu'on voit principalement en entreprise, c'est évoluer vers le management. Et ça, c'est malheureusement une erreur parce qu'on n'est pas tous faits pour manager des équipes et ce n'est pas la seule possibilité d'évolution. Donc, en ce qui me concerne, le management m'a toujours intéressée. Organiser autour de femmes et d'hommes au sein d'une entreprise et travailler dans un objectif commun. C'est ce qui m'a toujours animée. Donc non, je n'avais pas forcément l'ambition de devenir directrice générale, en tout cas avoir ce titre-là, mais par contre de toujours évoluer et de façon constante.
Merci. Aussi, parce que moi, je t'ai connu quand tu es arrivé chez Eurydice, Ajar. C'est aussi, vous faites partie des personnes qui sont arrivées chez Eurydice avec une vraie ambition de faire plein de choses. Pas forcément, comme tu viens de le dire, de devenir directrice générale, mais ça t'est pas tombé dessus par hasard. Tu étais aussi très déterminée à faire de grandes choses en étant déjà chez Eurydice. C'est vrai. J'avais une petite question remarque. Je ne sais pas si Caroline est connectée puisqu'elle nous a fait une remarque, si jamais, Caro, tu veux intervenir. Parce que toi qui es directrice pédagogique de filière commerciale, alors dans une autre école, mais justement, pour reprendre ce que disait Sylvain, est-ce que tu fais comment, toi, pour faire venir des jeunes femmes dans les filières commerciales et que mets-tu en avant pour pouvoir les attirer? Alors, ce n'est pas la tech, mais c'est déjà le commerce. Eh ben, en vous écoutant, alors bonsoir tout le monde d'abord. Donc, je suis effectivement directrice pédagogique dans une autre école d'une filière commerciale. Et je me disais en vous écoutant ce soir que pour ma prochaine journée portes ouvertes, il allait falloir justement peut-être que dans ma présentation, je fasse quelque chose justement pour que les femmes se sentent plus légitimes dès la visite de l'école à se dire je ne suis pas une impostrice et j'ai toutes mes chances en allant dans une filière commerciale. Mais c'est le avant même qu'ils arrivent dans les journées portes ouvertes qui est l'enjeu. Une fois qu'ils arrivent chez nous, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Quand ils arrivent sur les journées portes ouvertes, quand ils s'inscrivent dans une filière. Mais finalement, c'est le avant. J'avais beaucoup aimé la dernière campagne des dirigeants commerciaux des DCF. Quand je serai grand, je voudrais être commercial. Et quand on y pense dans cette campagne, il n'y a que des hommes aussi qui sont mis en situation. Donc, c'est en amont qu'il faut valoriser les filières commerciales. C'est avant chez nous que ça se joue, en fait. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait quand même quelques jeunes femmes, je crois, de mémoire. Alors, je ne les avais pas vues. Par contre, non, ce que tu dis, et moi qui ai connu le lycée, je me souviens, pour reprendre un peu ce que disait Sylvain, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait des conseils de classe, alors deux choses, mais un, quand effectivement un jeune était un peu en voie de déscolarisation, ou en tout cas on sentait qu'il avait un peu de talent, mais que voilà, il était un petit peu branleur pour le dire rapidement, et ben on disait, oh, lui, on va le mettre dans une filière commerciale, donc ça disait. Et alors, à l'inverse, pour les femmes, par exemple, une bonne élève, si jamais, alors ça, je pense que ça a vraiment changé, mais quand il y avait le choix entre une filière un peu littéraire et une filière plus scientifique, assez naturellement, les profs avaient tendance à essayer de pousser les jeunes femmes vers des filières plus littéraires, par exemple. Mais même en école, en enseignement supérieur, les filières communication, il y a 98% de femmes en communication et ça reste qu'on a 75% de garçons en filière commerciale. Et à quel moment il y a un métier qui est féminin, à quel moment il y a un métier qui est masculin et pourquoi ça continue? Pourquoi je ne vois pas de changement dans mes classes? Bon, et on restera pas sur cette interrogation comme ça là-dessus, mais alors si, quand même, une remarque, parce que ça me faisait penser à la fin de notre discussion à Jar l'autre jour, parce que justement, le monde de l'intelligence artificielle est en train de nous envahir, et il y a quand même un gros problème qui se pose, c'est que l'intelligence artificielle, elle n'invente rien, elle accumule ce qui existe déjà. Et tu me disais, Ajar, qu'il y avait un gros souci qui allait peut-être nous arriver, pas simplement par le fait que les mémoires seront écrites par ChatGPT, mais sur une vision du monde qui serait très masculine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est un vrai sujet alors, qui a été accéléré par OpenAI et donc ChatGPT. C'est un sujet qui est très positif parce que l'IA a le potentiel de transformer notre monde de manière positive, voire révolutionnaire. Mais ça va être possible que si on prend en compte dès à présent et le plus tôt possible, en fait, les diverses perspectives, les expériences des différents groupes de notre société. Aujourd'hui, l'IA est développée et utilisée par une société qui est encore très masculine. Aujourd'hui, les équipes de développement de l'IA sont majoritairement et en grande majorité masculines. Les préjugés de genre dans l'intelligence artificielle, ils ont déjà été documentés. Les algorithmes et les modèles d'apprentissage automatique, ils sont conçus donc, par les équipes masculines. Ils ont des biais inconscients qui se reflètent dans les systèmes qu'ils vont créer. Et un exemple qui est très parlant, c'est qu'aujourd'hui, les modèles de reconnaissance d'image sont beaucoup plus précis pour les hommes que pour les femmes, en raison justement des données d'entraînement qui sont déséquilibrées par ce stéréotype-là. Donc, ça pose un risque majeur, notamment dans l'égalité des genres dans notre société et du combat qu'on mène aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Il ne faut pas que ça nous fasse reculer.
Makram qui souhaitait intervenir. J'ai deux remarques. Ajar, merci pour justement tes informations que tu nous donnes. Alors, j'ai monté une startup dans l'IA et tu disais quelque chose de très juste, et c'est là où il faut faire attention. L'IA réagit avec ce que tu lui donnes comme information. Donc, effectivement, plus tu lui donnes une information avec des biais, plus elle va reproduire ce biais. Donc, le sujet est vraiment là, c'est de dire qu'est-ce qu'on va donner comme information, d'accord, à ces IA, comment elles vont apprendre sur quel modèle. On a bien vu plein d'IA, un Twitter, une IA qui faisait du Twitter qui devient raciste parce qu'elle voit plein de tweets racistes, elle prend le biais qu'on lui donne. Donc, effectivement, l'importance dans ce sujet, c'est de dire comment on va nourrir ces IA. Et est-ce que justement, il faut introduire cette notion de parité, cette notion de plus, effectivement, quand tu disais c'était plus précis pour les hommes ou les femmes, je pense que là, c'est vraiment la responsabilité de chacun. Moi, chef d'entreprise qui était dans de l'IA et qui investit dans les startups qui font de l'IA, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on essaye de dire. Il y a plein d'associations dans l'intelligence artificielle qui se sont montées sur ce sujet-là pour avoir un respect, on va dire, de cette parité, de ces informations-là. Et deuxième remarque pour finir, un des soucis qu'il y a également dans la parité, et je reviens à ce qu'a dit Ajar et d'autres personnes, c'est la formation. Parce que moi, en tant que chef d'entreprise, j'aurais bien voulu recruter et faire de la parité dans mes entreprises, sauf qu'il n'y avait pas de candidates. C'est-à-dire que je ne recevais que des candidatures d'hommes. Donc, c'est aussi ça un problème. Je pense que c'est la formation, un changement de mentalité. Il faut que les femmes se disent oui, je peux être développeur, oui, je peux faire ce métier de commercial et m'épanouir dans ce métier et avoir plus de candidatures pour les chefs d'entreprise, c'est avoir la possibilité de recruter plus de femmes et il en faut. Voilà ma conclusion. Merci Makram. Alors si je peux aussi juste me permettre, je vois qu'il est 19h03. Une rapide remarque en lien avec Caroline. Alors, pardon, il y a un écho. Alors, peut-être Makram, ah non, ton micro est éteint. Tac, tac. J'essaie de voir où pourrait venir l'écho. Je vais fermer mon micro aussi. Très bien, ça va mieux. Et donc, pour faire le lien avec la remarque de Caroline, ça ne se joue pas forcément dès qu'on est déjà au stade de l'école de commerce. Mais les actions doivent être menées bien avant. Et je me permets de citer l'association Elle Bouge, qui mène des actions dès le collège et le lycée avec un système de marraines pour sensibiliser les femmes aux métiers techniques et scientifiques. Et je trouve ça vraiment remarquable, tout le travail qu'elles font, et je vous invite à voir leur dernière campagne publicitaire avec justement plus grande, j'aimerais devenir, et c'est vraiment très intéressant. Merci Ajar, merci Makram aussi pour ton intervention. Si Sophie et Elodie, vous avez une dernière remarque, puisque le temps et on va bientôt conclure. Moi, je rejoins ce qui a été dit sur le fait d'intervenir en amont. Et effectivement, toutes ces associations et voilà, ces choses qui se font, que ce soit lors de conférences, lors d'événements même auprès des lycéennes et des lycéens, voilà, ce sont des choses dont on a besoin. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus comment dire, au lycée, des cours sur même le développement, sur des sujets relativement techniques, et donc qui arrivent relativement tôt, qui arrivent avant le choix des études supérieures. Et j'imagine, je suppose, je l'espère aussi, que ça va peut-être changer les choses par la suite sur le nombre de femmes qui peuvent rejoindre des postes qui sont considérés aujourd'hui comme peut-être trop, ou en tout cas techniques. Donc voilà, à suivre. Ça marche, merci. Elodie, un dernier petit mot et on va conclure si jamais tu souhaites prendre la parole. Non, je rejoins ce qui a été dit par Sophie et Ajar. Je pense qu'en effet, c'est pas du tout au niveau des études supérieures. C'est bien en amont qu'il faut planter les petites graines et continuer de les arroser pour que justement on puisse avoir de belles compétences sur ce beau marché qu'est l'IT en fait, et de manière générale. Alors, grand merci. Une petite statistique quand même pour terminer, pour montrer que Eurydice participe à cet écho, puisque notre directrice générale est une femme, que toutes nos directrices de campus sont des femmes, à part moi et Sylvain qui dirige la Sales Academy. Voilà, donc en tout cas, c'est lancé et j'espère que ça durera. Et puis, on essaie de faire aussi des interventions au lycée, notamment. Grand merci, mille merci Ajar, mille merci Elodie, mille merci Sophie
d'être venus. Et puis, alors l'idée, c'est que ce ne soit pas juste pour la journée de la femme et qu'on puisse ensuite, puisque dans nos sales talks, on a plein de sujets qui parlent du business, qui parlent des nouvelles aujourd'hui tendances, que ce soit l'automation ou autre. Bref, on se retrouve bientôt au mois de mars avec Sylvain pour animer ces éléments-là. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir. Et puis, vous verrez que surtout, parce qu'on sait que c'est pas mal regardé sur YouTube. Donc, merci à tous. Très bonne soirée et on se retrouve très bientôt. Merci. À bientôt. À très Au revoir. bientôt.